7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. Il est de retour après quelques jours d'absence. Bah oui, les vacances, c'est ça les patrons. Asdine Ahmed Chaouch, bonjour. Et oui, premier grand kawa de l'année 2025. Ouais, bonne année, Asdine. Meilleur vœu, c'est vrai. Moi, je suis comme santé, bonheur et victoire à l'OM. C'est pas mal tout ça. Ouais, c'est pas mal. On met la santé en numéro 1. La famille, tout. On met l'OM quand même, t'as raison. C'est ça. Donc, premier grand kawa de l'année 2025 pour mon kawa sans filtre. Mon invité est déjà venu lors de la précédente saison. Il est sénateur et porte-parole de son parti. Il représente la nouvelle garde de la gauche, en pleine mutation, en plein chantier, diront certains. Yann Brossa, bonne année, ça va, optimiste pour Bonne 2025? année, meilleurs vœux, optimiste, raisonnablement optimiste en tout cas, volontaire, oui, ça c'est sûr. Je vous vois parfois chez nos confrères et tout, vous êtes très critique sur ce qui se passe. On en reviendra, j'ai plein de questions à vous poser. On revient avec vous dans un instant, le temps de servir aux auditeurs le traditionnel kawa brûlant. Évidemment, je commence avec l'actualité politique de la semaine, c'est la mort de Jean-Marie Le Pen, inhumé samedi en Bretagne chez lui. Tu le sais, Kim, ce sujet me passionne. J'ai beaucoup travaillé sur le FN et son fondateur. J'ai même écrit un livre il y a 15 ans. Et il faut le dire, jamais un décès, une disparition politique n'avait autant créé d'embarras dans la classe politique. Et moi, je veux poser une question provoque ce matin. Attention, Jean-Marie Le Pen va-t-il manquer à la politique française? Va-t-il manquer à la France? À cette question, je vous imagine chez vous tomber de votre chaise au petit-déj, auditeur de Peur FM, ou faire un écart de route au volant. Eh bien, je vais donner une réponse provoque aussi. Oui, Jean-Marie Le Pen va manquer. Évidemment, je vais immédiatement m'expliquer, sinon on va voir le standard exploser, Kim. Je dirais que depuis son éviction du RN et la perte de son influence, Le Pen manque. Et pourquoi? Eh bien, Jean-Marie Le Pen, il faut le dire, en réalité, n'a jamais voulu du pouvoir. Savoir que ce vote raciste, antisémite, homophobe, antisystème était cantonné à 14-15%, il y avait quelque chose de très pratique. On arrivait à mesurer cette protestation. Et même si les idées lepénistes influençaient, empoisonnaient le débat national, eh bien, la personne problématique et polémique de Le Pen empêchait une victoire de l'extrême droite. Marine Le Pen, elle, veut gagner, et contrairement à son père, elle a décidé de tout faire pour y arriver, changer le nom du parti, en finir avec les déclarations antisémites, adoucir l'image et le nom Le Pen, à coups de sorties médiatiques sympas, de posts Instagram avec ses chats, en clair, rendre l'extrême droite acceptable. Car lorsque le diable avance masqué, eh bien, il est plus dangereux. Oui, si Le Pen père était éternel, nous aurions probablement encore aujourd'hui une extrême droite toujours insultante, raciste et fabriquant en fait son propre plafond de verre. Jean-Marie Le Pen était paradoxalement le bouclier le plus efficace contre la victoire de l'extrême droite à la présidentielle. Alors, le fondateur du FN a toujours refusé le pouvoir pour deux raisons principales. Un, il ne s'est jamais entouré de personnes trop talentueuses, refusant que quelqu'un lui fasse de l'ombre. Donc lorsqu'il accède au second tour en 2002, il a peur, il est triste, il sait qu'il n'a pas les troupes pour gagner, pour gouverner. Deux, ce n'est pas le plus grand des bosseurs. Il faut savoir qu'il ne travaille jamais avant 10h du matin. C'est ce qu'on appelle un jouisseur de la vie, donc président de la République. C'était pas un métier pour lui. La disparition physique de Jean-Marie Le Pen est une nouvelle page symbolique qui se tourne, et peut-être une nouvelle page encore plus noire que la précédente. D'autant que le nom Le Pen, un peu bloquant, n'est pas sûr d'être celui qui représentera le RN à la prochaine présidentielle. Jordan Bardella va pouvoir revendiquer une place de numéro 1, et s'il n'y arrive pas, la justice va peut-être l'y aider. Donc ne nous réjouissons pas de la mort de cet obscur personnage qui était Jean-Marie Le Pen, et non, je ne danserai pas sur sa tombe et je ne tirerai pas des feux d'artifice, mais attention à ceux qui sont indignés des manifestations de joie lors de l'annonce de sa mort, comme notre ministre de l'Intérieur, j'aimerais juste leur rappeler la réaction de Jean-Marie Le Pen lors de la mort de deux innocents, lorsque Brahim Bourham, 29 ans, le 1er mai 1995, est poussé dans la Seine par des militants lepénistes et qui se noie. Vous savez ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen? Ouvrez les guillemets. Je regrette qu'un malheureux se soit noyé, mais dans une agglomération de 10 millions d'habitants, ce genre de fait divers peut toujours se produire ou même être créé à volonté. Vous en voulez une autre? À Marseille, cette fois-ci, la même année, en février, c'est un mineur, cette fois-ci, qui meurt sous les balles d'un colleur d'affiche du FN, abattu dans le dos par pur racisme. Vous voulez avoir le commentaire de Jean-Marie Le Pen? Je cite: au moins ce malheureux incident a attiré l'attention générale sur la présence à Marseille de 50 000 Comoriens. Que font-ils là? Donc pour le ministre de l'Intérieur et autres avocats de la dignité du défunt Le Pen, j'aurais aimé qu'ils gardent leurs indignations pour deux innocents morts pour rien, motivés par une idéologie raciste et mortifère. Et contrairement à Jean-Marie Le Pen, ils ne sont ni accusés de torture, ni multicondamnés par la justice pénale française. Yann Brossa, bonjour, sénateur de Paris, porte-parole du Parti communiste français. Peut-on regretter
Vous avez compris un peu la question provoque. Peut-on regretter la mort de Jean-Marie Le Pen quand on sait que lui ne voulait pas du pouvoir ? On sentait comme quelque part cette volonté de provoquer, mais peut-être pas d'aller à l'Élysée. J'entends parfaitement ce que vous dites et votre raisonnement. Il n'en reste pas moins, à mon sens, que tout le travail que Jean-Marie Le Pen a fait, toute la bataille idéologique qu'il a menée et qui a visé à faire en sorte que les idées racistes, antisémites, xénophobes montent dans la société, a préparé ensuite le terrain à Marine Le Pen. Et même si Jean-Marie Le Pen n'a jamais gagné une élection nationale, ça n'est pas parce qu'il n'était pas au pouvoir que ces idées, malheureusement, n'ont pas imprégné le débat public, avec y compris des conséquences très concrètes. Parmi ces conséquences, le fait qu'aujourd'hui, la droite républicaine, vous parliez tout à l'heure du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, reprend des idées qui avant étaient uniquement les idées portées par l'extrême droite. Vous voulez dire que c'est un poison qui a infusé, et c'est peut-être tout aussi malheureusement efficace qu'accéder directement au pouvoir ? Exactement. Pendant des dizaines d'années, Le Pen a au fond instillé le venin de la division, de la haine, du racisme dans le peuple français, et on en voit aujourd'hui les conséquences. Et donc, de mon point de vue, ça renvoie aussi aux responsabilités de la gauche. Si nous ne sommes pas capables, nous, de faire corps face à cette idéologie-là, de rendre les coups d'une certaine manière, inévitablement, ce sont les idées d'extrême droite qui vont continuer à dominer le paysage. Et est-ce que vous avez vu cette réaction de Marine Le Pen qui s'est étonnée que la classe politique puisse rendre, entre guillemets, hommage à son père ? Elle a dit qu'elle ne pensait pas cette classe politique capable de faire ça. Est-ce que vous partagez cet étonnement et quel est votre avis là-dessus ? Parce que c'est vrai qu'on s'attendait à voir peut-être une classe politique encore plus embarrassée, et finalement il y en a beaucoup. On a vu le tweet de François Bayrou qui a mis l'aspect combattant en avant et qui a moins mis le relief sur les frasques et les condamnations pénales de Jean-Marie Le Pen. Moi j'ai trouvé hallucinante la pluie d'hommages à Le Pen à laquelle on a assisté la semaine dernière. Enfin, que le Premier ministre François Bayrou se permette de rendre hommage à un combattant, dit-il, comme Le Pen, auteur, dit-il toujours dans le même tweet, de quelques polémiques. Enfin, on ne parle pas de polémiques, on parle de 25 condamnations en justice pour des propos, des actes racistes, antisémites, niant l'existence de la Shoah. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est absolument ahurissant. Bon, alors on comprend bien pourquoi le Premier ministre fait ça. Il fait ça parce qu'il a peur d'être censuré dans les semaines qui viennent, et notamment par le Rassemblement national. Enfin, de là à se conduire comme une serpillière, parce qu'il faut quand même appeler les choses par leur nom, ça pose sacrément problème. On ne peut pas rendre hommage à Le Pen quand on est attaché à quelques valeurs républicaines. Et la mort d'un homme n'efface pas les monstruosités qu'il a commises de son vivant. Et donc, si, je trouve que tout ça est quand même très très problématique. Je comprends que Marine Le Pen en ait été étonnée. Bah oui, d'une certaine manière. D'ailleurs, elle-même avait exclu son père de son parti, tellement il était éloigné de tous les principes républicains, et surtout tellement il le disait et il l'assumait. Mais surtout, il y a quand même, dans l'attitude des responsables actuels du Rassemblement national, les masques tombent, parce qu'ils passaient leur temps à dire on n'a rien à voir avec Jean-Marie Le Pen, on est complètement différent de ce que Le Pen portait, et aujourd'hui ils sont tous en train de se prosterner devant sa dépouille en expliquant qu'il était un visionnaire. Donc ça montre bien qu'il y a une continuité totale entre ce qu'est le Rassemblement national aujourd'hui et ce qu'était le Front national de Jean-Marie Le Pen hier. Et justement, qu'avez-vous pensé des festivités lors de l'annonce de sa mort ? Il y a eu polémique là-dessus, vous en pensez quoi ? Disons que moi je n'ai pas partagé cette espèce de joie parce que les idées du Front National, les idées du Rassemblement National aujourd'hui, elles sont malheureusement plus puissantes que jamais, et le risque d'une victoire de l'extrême droite, il est là. Bon, pas qu'en France d'ailleurs, l'Italie est aujourd'hui à la main de l'extrême droite, les États-Unis avec Trump sont à la main de l'extrême droite, donc il ne me semble pas que le moment que nous traversons soit source de joie, et c'est pas parce qu'on s'est débarrassé du père qu'on s'est débarrassé de ses idées. Et donc j'ai plutôt envie d'être dans un état d'esprit de combatif, de vigilance, et donc plutôt ça que les feux d'artifice, quoi. Oui, peut-être ce que je disais tout à l'heure en amorce de cette émission. Pour beaucoup de gens, Marine Le Pen et surtout Jordan Bardella sont peut-être plus dangereux, enfin en tout cas dans l'idée d'accession au pouvoir.
Bien sûr, et puis de fait, les résultats électoraux sont là. Quand on a un Rassemblement national qui aujourd'hui fait à peu près un tiers des voix, quand on voit qu'il est capable de gagner des seconds tours en duel, on se dit que le danger, il est là. Bon, et donc ça doit nous inviter, nous, la gauche, à la fois à être unis, à être rassemblés, mais aussi à être capable d'être plus offensif. Et donc c'est le boulot qui est devant nous. Eh bien, on a enterré le sujet Le Pen, sans mauvais jeu de mots, et on va pouvoir passer à autre chose après la pub. Avec mon invité Yann Brossat, porte-parole du Parti communiste français et sénateur. Et justement, moi, je suis bien assis là. Je regarde Kim et mon invité. Alors, c'est pas un siège à 40 000 ou 34 000 euros. Ça a été réévalué. Qu'est-ce que c'est que cette polémique là? Votre président au Sénat, il a commandé une chaise entre 34 et 40 000 euros. D'ailleurs, même si c'est la fourchette basse, c'est choquant. 34 000 euros en pleine crise, en plein débat sur la réforme de retraite, en plein effort demandé aux Français. Eh bien, monsieur le président du Sénat, lui, il commande une chaise à presque 40 000 ou 34 000 euros. Vous avez réagi comment, vous, les sénateurs? Vous lui avez tiré, vous lui avez tiré les oreilles après? J'étais évidemment pas au courant. Et à mon sens, en tout cas, on ne peut pas demander des efforts supplémentaires aux Français. Dans la même interview qu'il donne aux Parisiens, il explique qu'il faut réduire la dépense, il explique qu'il faut la retraite à 64 ans, et dans le même temps, dépenser des sommes pareilles pour changer le siège du président il dit du qu'il Sénat. n'est pas au courant, il lance une enquête interne. Enfin, j'en sais rien, moi je participe pas du tout à ce genre de décision. Moi, je vais être franc, je me dis, j'ai du mal à croire qu'une petite main lance un bon de commande avec ce prix-là, voilà, sans savoir que ça va être, qu'il va y avoir une polémique derrière. Je trouve la justification un peu chelou, comme on dit. On a 10 millions de Français qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. On a des tas de gens qui n'ont pas réussi à payer des cadeaux à leurs gosses pour Noël. C'est sûr que une année de travail avec un salaire bien au-dessus du SMIC. C'est sûr, et ça montre une forme de décalage auquel on peut évidemment pas s'habituer. D'accord, donc s'il veut payer le mobilier de Beurre FM, il est le bienvenu. En tout cas, vos sièges sont très confortables. Oui, peut-être pas 34 000 euros, mais non. on y est bien. Ils sont ajustables, voilà. Et c'est plutôt, alors c'est pas des sièges éjectables, parce que tous ceux qui passent par là, généralement, ils gagnent leur élection. Voilà. Et d'ailleurs, on va parler de ça. Mais là, on va la poser maintenant, cette question, avant de faire de la politique nationale. J'ai lu que, vous êtes très présent à Paris, on vous voyait souvent pas loin de la mer de Paris. Il se dit que vous êtes intéressé par la course à la mairie de Paris, à l'hôtel de ville. En tout cas, pour moi, c'est pas un sujet personnel. C'est du logement, vous, oui, c'est très important de dire ça. J'ai été pendant 9 ans adjoint à la maire de Paris en charge du logement. Pour moi, le sujet est le suivant, c'est que Paris est une ville qui, depuis maintenant une vingtaine d'années, est une ville de gauche, dirigée par la gauche et par les écologistes. Et c'est grâce à ça que nous avons pu développer un certain nombre de politiques à Paris. Par exemple, vous parliez du logement, on est passé de 13% de logements sociaux à 25% aujourd'hui, ce qui est quand même considérable. Ça veut dire qu'un Parisien sur 4 est aujourd'hui protégé de la spéculation immobilière grâce au logement social. Ça, c'est une volonté de la politique municipale. Et la droite parisienne, Madame Dati par exemple, s'est toujours opposée à ce que nous avons fait. La question pour moi, elle est simple. Est-ce que Paris reste une ville dans laquelle on met en place des politiques progressistes? Ou est-ce que Paris devient, comme ce qu'on connaît à l'échelle nationale, une ville dirigée par la droite et par l'extrême droite? Moi, j'ai envie de me battre pour que Paris soit fidèle aux convictions qu'il apporte depuis maintenant une vingtaine d'années. Et donc, si je peux y aider, je le ferai. Comme Anne Hidalgo ne se présente pas à sa réélection, c'est... La route se dégage, en tout cas une espèce de primaire ou de bataille à gauche. C'est qui ça. va se lancer. Pour moi, ce qui compte, c'est 1, qu'on soit unis, et 2, qu'on se mette en position de gagner. Et 3, bonne chance avec Dati, parce qu'elle va sortir l'artillerie lourde. Elle va sortir l'artillerie lourde, assurément. Enfin, elle était déjà candidate la dernière fois et elle a été battue. Elle est par ailleurs ministre du gouvernement aujourd'hui, donc il faut qu'elle assume son bilan, les conséquences des politiques menées, les fermetures de classes, son opposition systématique au logement social. Bref, il va falloir qu'elle assume tout ça. Il est déjà en campagne, vous avez raison. Alors, croyez-vous, on va revenir évidemment au sujet brûlant de politique nationale, croyez-vous que le gouvernement Bayrou puisse revenir ou arrivera à revenir sur la réforme des retraites? Et oui, c'est le gros sujet, on sent que ça avance un peu.
est-ce qu'on a l'impression, alors il y a les mots suspension, pas suspension, on a l'impression que on est chez Noroto, mais alors c'est quoi et quelle est votre vision à votre avis? Est-ce que c'est un préalable indispensable pour peut-être que votre camp ne vote pas la motion de censure? Ouais, c'est effectivement très simple. S'il a envie de survivre, il faut qu'il renonce à la réforme des retraites. C'est aussi simple que ça, l'équation elle est très claire. Si le gouvernement maintient sa politique, qu'il applique la réforme des retraites, le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, une réforme qui a été rejetée par l'écrasante majorité des Français, qui a été imposée par 49.3, contre laquelle ils se sont prononcés aux dernières élections législatives, puisque les Français ont majoritairement voté pour des partis qui s'engageaient à abroger la réforme des retraites. S'ils s'entêtent, François Bayrou sera censuré. Et donc, s'il souhaite pouvoir s'installer dans la durée et bénéficier d'un peu de stabilité, il faut qu'il renonce à la réforme des retraites, qu'il la mette au vestiaire, qu'on revienne à ce qui existait avant, c'est-à-dire la possibilité de partir en retraite à 62 ans. Et donc, maintenant qu'il connaît les termes du débat, il n'a qu'à en tirer les conséquences. C'est quoi? C'est un petit cap à gauche là, de Bayrou? Parce que on s'attendait à... comment dire, cette réforme, en tout cas ce vote, sera le premier test pour savoir où est-ce qu'il s'oriente. Parce qu'évidemment, il y a des grandes interrogations. Lui, le centriste, avec la pression de l'extrême droite, on ne sait pas trop quelle sera la politique de son gouvernement. Est-ce que ça, c'est le grand test pour savoir si c'est un gouvernement de droite, du centre? Je dirais pas à gauche quand même, on ne va pas pousser. Quelles que soient les convictions personnelles de ceux qui nous dirigent. À vrai dire, on s'en fiche un peu. Le seul sujet, c'est le rapport de force. François Bayrou, aujourd'hui, sa légitimité, elle est extrêmement faible. Il est là uniquement parce que le président de la République a décidé que ce serait François Bayrou. Ces gens ont perdu les dernières élections législatives, donc leur légitimité, elle est minuscule. À partir de là, la politique qu'il va mener sera le fruit d'un rapport de force. Or, sur cette question de la réforme des retraites, le rapport de force dans la société, il est très connu. Les Français ne veulent pas de cette réforme des retraites. À partir de là, s'il souhaite survivre, il sait très bien qu'il va devoir remettre en cause cette réforme des retraites. Alors évidemment, ça fera sans doute pas plaisir aux Républicains, ça fera sans doute pas plaisir au président de la République, mais on n'est pas là pour faire plaisir au président de la République, d'autant que il est aujourd'hui extrêmement impopulaire. Mais ça veut dire quoi, ce gouvernement? Ça va être un coup à droite, un coup à gauche, un coup à gauche, un coup à droite, à l'extrême droite, à gauche. Ça va être ça, gouverner aujourd'hui, avec la configuration, l'après... je dirais l'après-décision bizarre d'Emmanuel Macron, j'aime dire ça. De fait, depuis les élections législatives, depuis la dissolution, il y a une Assemblée nationale qui est extrêmement éclatée. Simplement, moi, ce que je regrette, c'est que le président de la République ait fait le choix de ne pas respecter le verdict des urnes. De fait, ce qui ressortait des élections législatives, en tout cas du second tour, c'est que le nouveau Front populaire, la gauche, est arrivé en tête. Et donc, la logique, si le verdict des urnes avait été respecté, ça aurait été de confier le pouvoir à la gauche et ensuite charge à la gauche de construire les compromis qui permettaient d'avoir une politique cohérente dans le pays. Il a fait un choix inverse, d'abord en nommant LR, ce qui était une hérésie puisqu'ils ont fait 5% aux élections législatives, c'est vraiment les derniers seront les premiers, et puis maintenant en nommant François Bayrou qui est issu d'un camp qui a été battu et aux élections européennes et aux élections législatives. À partir de là, il peut diriger en tant que Premier ministre, mais enfin il est obligé de tenir compte de ce que disent les autres forces politiques et notamment la gauche. On le voit sur la réforme des retraites, mais il y a d'autres sujets, la question du pouvoir d'achat, de la rémunération du travail, les services publics, quand on voit l'état de l'hôpital, l'état de l'école, sur tous ces sujets-là, il va bien falloir qu'ils nous entendent s'ils souhaitent durer un peu. Plusieurs personnalités de gauche réfléchissent à quitter X, ex-Twitter. En cause, le patron du réseau social, l'homme le plus puissant du monde, Elon Musk, devenu clairement un soutien à l'extrême droite. Vous en pensez quoi? Peut-on rester sur X, sur Twitter, pour soutenir indirectement cet homme? Je suis encore sur X, je l'utilise très peu moi-même. C'est une question qu'on doit se poser aussi les journalistes, parce qu'on est beaucoup sur X. Je trouve que c'est une question compliquée, parce que bon, je déteste Elon Musk, ce qu'il représente, les idées qu'il porte. Dans le même temps, quitter X aujourd'hui, je trouve que c'est une forme, de désertion. De fait, on peut le regretter, mais une partie du débat politique se fait sur X. Beaucoup de journalistes aujourd'hui, je le vois y compris sur les chaînes info, construisent leur plateau en regardant les positions prises par les responsables politiques sur X. Aujourd'hui, un tweet, de fait, a remplacé le communiqué de presse. Et donc, si on quitte X, on fait quoi? Et puis par ailleurs, il n'y a aucune autre plateforme aujourd'hui
qui a véritablement pris le pas sur X. Donc on est quand même confronté à une forme de contradiction. En tout cas, l'idée de partir comme ça, sans avoir de solution alternative à date, je n'en suis pas totalement convaincu. Voilà, mais c'est des discussions que j'ai avec certains de mes collègues d'ailleurs. Mais... Oui, parce que c'est vrai que philosophiquement, on se dit confier, alors je dirais pas une partie de sa vie, mais sa vie publique, si, à Elon Musk, c'est un peu flippant, non ? C'est sûr, mais une fois de plus, si on fait pas ça, on fait quoi ? Et donc, que l'Europe, que la France prenne des sanctions contre Elon Musk, peut-être, mais en tout cas, une espèce de décision unilatérale dans laquelle tous les gens de gauche déserteraient X, je suis pas totalement convaincu. Mes anciens camarades et mes confrères de quotidien, ils ont quitté, en tout cas Yann Martez a quitté X. J'ai l'impression, quand je le vois, ça se passe pas trop mal, ils vivent bien, hein, l'autre. C'est vrai, mais enfin, ils ont une audience que nous, les responsables politiques, n'avons pas tout à fait, donc on joue pas tout à fait à armes égales. La brouille entre la France et l'Algérie, vous en pensez quoi ? Je parle notamment du fait que l'Algérie ait refusé l'influenceur Doualem, expulsé, puis donc retour en France. Je crois qu'il a été placé en détention provisoire. Et notre cher ministre d'Inter, décidément qui est partout, explique que l'Algérie veut humilier la France. Vous êtes d'accord ou pas avec cette position ? C'est un sujet délicat dans le cadre d'une brouille diplomatique, avec aussi la question du Sahara occidental et les prises de position d'Emmanuel Macron. Je pense qu'on est là-dedans. Mais précisément, qu'est-ce qui a contribué à dégrader considérablement nos relations avec l'Algérie ? C'est le choix unilatéral du président de la République de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Bon. C'est lui qui a pris cette décision. Et on en subit aujourd'hui les conséquences cash. Est-ce que c'était une bonne décision ? Non, je ne le pense pas. Elle est d'ailleurs contraire aux résolutions de l'ONU. À partir de là, est-ce que l'enjeu c'est de jeter du sel sur les plaies tous les jours, comme le fait le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau? Je ne le pense pas du tout. C'est quoi son objectif? C'est de déclarer une nouvelle guerre d'Algérie? Honnêtement, quand j'écoute aujourd'hui Bruno Retailleau, j'ai le sentiment que c'est ça l'objectif. Vous dites les mots là. Pour moi, c'est une folie. Parce que la France et l'Algérie sont extrêmement liés. D'abord, il y a bien sûr encore les conséquences très vives de la colonisation qui sont encore dans beaucoup de têtes. Il y a par ailleurs le fait que énormément de personnes d'origine algérienne vivent sur le territoire français. Et donc, susciter ces tensions-là, moi, me paraît complètement absurde. Donc, je ne vois pas d'autre voie qu'une voie d'apaisement qui nous permette de reconstruire des relations diplomatiques normales avec l'Algérie. Et donc je suis un peu effaré par cette surenchère de mots, de décisions. J'ai vu que Gérald Darmanin y avait mis son grain de sel aussi. Je pense que tout ça est dangereux. Il y a assez de guerres dans le monde pour qu'on n'en rajoute pas entre la France et l'Algérie. Oui, on sent que peut-être une nouvelle fois, vous avez peut-être partagé ou pas cette position, c'est un gage peut-être encore donné à l'extrême droite, et on sait qu'il y a beaucoup de militants, de cadres du parti du RN qui ont cette nostalgie de l'Algérie française. Vous pensez qu'il y a ça aussi derrière? Il peut y avoir des arrière-pensées évidemment qu'il y a ça. Politiques, et évidemment qu'il y a ça, et c'est à mon sens la principale motivation des gens dont on parle. Alors, il y a une actualité qui a disparu des radars, c'est ce qui se passe à Gaza. Alors, je parle d'un point de vue humanitaire, pas diplomatique. On parle comme des négociations pour sortir de cette situation catastrophique. On a beaucoup parlé des incendies à Los Angeles, mais les flammes sur les Palestiniens ne se sont pas éteintes pour autant. Rien dans les JT ou très peu. Et un quasi aussi silence chez les responsables politiques. C'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup ici à Beurre FM. On en discute beaucoup. Et il y a un peu un sentiment quand même d'abandon médiatique et un peu de prise de position des responsables français. Vous en pensez quoi? Moi, je suis révolté par ce qui se passe à Gaza, par le sort qui est réservé au peuple palestinien. Le drame du peuple palestinien, d'ailleurs, n'est pas né il y a quelques mois. Ça fait des dizaines d'années maintenant qu'on a un peuple qui est privé d'État, un peuple qui est privé de toute forme de dignité. Quand vous voyez, par exemple, que le dernier hôpital qui fonctionnait encore à Gaza ne peut plus fonctionner et que son directeur a été arrêté, le docteur Abou Safia, arrêté par l'armée israélienne, on a affaire, il faut bien le dire, à une forme de génocide. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Amnesty International, j'ai échangé avec les responsables d'Amnesty France la semaine dernière, a établi le fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza est un génocide. Quand même, ce mot, on nous avait créé une sorte de tabou, presque d'omerta. On ne pouvait pas utiliser le mot génocide et même risque de génocide. Là,
Aujourd'hui, vous le reprenez et vous Bien l'assumez. sûr, et c'est une réalité. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'une étude de la revue très connue The Lancet, qui est une revue britannique, montre que le nombre de morts à Gaza est bien supérieur à ce qu'indiquaient les responsables du Hamas. Donc on a, je trouve, une forme de terreur intellectuelle qui domine aujourd'hui et qui vise à faire taire les responsables politiques sur ce qui se passe à Gaza. À un moment donné, il faut dire les choses et il faut que la France en tire un certain nombre de conséquences. Bien sûr, premièrement, en reconnaissant l'État de Palestine, comme l'a d'ailleurs fait l'Espagne, qui elle est dirigée par un gouvernement de gauche, en mettant en place des sanctions contre le gouvernement israélien, qui est un gouvernement d'extrême droite, raciste, suprémaciste, et il est temps qu'on passe la seconde. On ne va pas laisser faire comme on le fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais proposer au prochain Conseil de Paris, qui a lieu au mois de février, que le docteur Abou Safia, dont je parlais tout à l'heure, puisse être fait citoyen d'honneur de la ville de Paris, de telle sorte que la ville de Paris puisse lui apporter son plein soutien, de manière bien sûr symbolique, mais enfin, ça aura, je crois, une valeur importante. C'est une proposition que je ferai en tant que président du groupe communiste au Conseil de Paris. Pour finir, la musique qui s'est lancée, vous parlez de Paris, vous êtes sénateur de Paris, mais vous savez, la gauche, elle cherche des personnalités pour les échéances nationales. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux visages comme ça qui peuvent, on va dire, plaire aux militants de gauche. Vous êtes assez populaire dans votre parti à gauche. La présidentielle, vous y pensez ou pas ? Pour moi, pas du tout, mais enfin, pour aider à ce que émerge une solution qui permette à la gauche de gagner, oui, j'ai envie de m'impliquer, oui. Il faut des nouveaux visages, vous savez, même si on vous voit à la télé souvent, mais quand même, il y a une espèce de fraîcheur. En tout cas, contribuer d'une manière ou d'une autre à faire en sorte que l'extrême droite ne gagne pas. Vous avez un patron, je serai de ce combat-là. Fabien Roussel, déjà. Absolument. Et puis il y a besoin de se battre là, mais il n'y a pas besoin d'ambition supplémentaire. En tout cas, de mon côté, c'est pas à l'ordre du jour. Bien, merci en tout cas. Merci à vous pour vos mots francs et directs. C'était comme d'habitude enlevé. Merci beaucoup à vous deux. On aura compris que c'est la mairie de Paris qui est plutôt visée. Oui, mais étape par étape. Jacques Chirac, il avait fait ça au début. Oui, voilà, et on lui posait toujours la question. Et à un moment, il s'est retrouvé dans un siège à l'Élysée. Je sais pas si c'était pas 40 000. 40 000 ça celle-là. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.